Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Donc, moi, je suis Emmanuel H. Je suis directeur de recherche à l'IRIS et je suis directeur scientifique de cet observatoire. Alors, pour rappel, cet observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques est coordonné par l'IRIS en consortium avec Enerdata et le cabinet Cassini. Dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées, il rassemble une vingtaine de chercheurs et de professionnels. Alors, au travers de rapports, d'études trimestrielles, de séminaires, de travaux cartographiques, l'objectif principal de cet observatoire consiste à analyser les stratégies énergétiques des acteurs déterminants, comme la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Europe. Et ce consortium vise également à proposer une vision géopolitique des enjeux énergétiques en lien avec les enjeux de défense et de sécurité, de croiser les approches géopolitiques, économiques et sectorielles. Aujourd'hui, c'est la question des infrastructures énergétiques offshore européennes et plus précisément des risques et de l'évaluation de ces mêmes risques qui nous réunit. Ce rapport, qui est le 16e de l'Observatoire, a permis une large contribution des analystes de l'IRIS, notamment, et par ordre alphabétique, Frédéric Janin, Samir Hamdani, Fanette Rochebrun et Julia Tass, auxquels il convient de rajouter les contributions de Maxine Farina et de Maëlys Tanguy, et de l'ensemble des réalisations cartographiques de David Amselem du cabinet Cassini. Alors aujourd'hui, pour la restitution, nous avons le plaisir d'accueillir Annabelle Livet, qui est à côté de moi, qui est chargée de recherche matières premières et énergie à la Fondation de la recherche stratégique, et Sami Ramdani, qui est à ma gauche, qui est coordinateur de l'Observatoire et qui va nous représenter ce rapport ainsi que les cartes qui y sont associées. Alors, je vous propose l'ordre d'intervention suivant. Sami Ramdani va parler pendant une trentaine de minutes, va nous parler du rapport, va résumer le rapport. Et puis, je vous propose, Annabelle, de répondre, de contribuer, de critiquer et de proposer votre propre vision. Alors, bien évidemment, vous, public nombreux, vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions sur le chat et nous terminerons cette restitution par une séance de questions et de réponses. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne restitution et un excellent débat. Je te laisse la parole, Samy. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, je pense que le PowerPoint, le voici. Alors, donc, je vais d'abord vous expliquer le point de départ de notre réflexion et ensuite parler de la structuration du rapport. Alors, le point de départ, c'est donc le sabotage des Nord Stream en septembre 2022 qui a engendré une prise de conscience et une réflexion politique sur la vulnérabilité des infrastructures critiques énergétiques offshore européennes. Et ensuite, on a vu que dans le contexte de la guerre en Ukraine, d'autres événements comme des survols de plateformes pétrolières en Norvège par des drones ou des navires russes qui auraient tourné autour des champs éoliennes au large des Pays-Bas, ou encore un gazoduc entre l'Estonie et la Finlande qui s'est vu sectionné par une encre d'un bateau chinois. Donc tous ces événements, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ont confirmé la nécessité de mener une réflexion sur ce sujet. Et donc le rapport a pour objectif de mettre en lumière certaines vulnérabilités dans la production et dans l'approvisionnement en énergie des États membres de l'Union européenne. Et pour cela, on fait une analyse de risque qu'on applique à quatre études de cas. Les infrastructures offshore sont soumises à des risques particuliers du fait de leur implantation dans un environnement naturel qui est spécifique et aussi souvent de par leur caractère transfrontalier. On a donc opté pour une approche multiple mais non exhaustive du risque afin d'appréhender ses spécificités et mettre en exergue des enjeux dépassant le domaine de la géopolitique. Nous analysons le risque géopolitique, le risque économique, le risque juridique, le risque réputationnel, le risque lié à l'approvisionnement en matériaux nécessaires pour les opérations ou la maintenance, le risque climatique et enfin le risque cyber. Pour chaque catégorie de risque, nous identifions les aléas possibles en fonction du contexte relatif au secteur analysé, géopolitique, juridique, économique, et nous analysons leur intensité potentielle ainsi que, lorsque cela est possible, leur probabilité d'occurrence.
Donc, nous appliquons notre analyse de risque à 4 infrastructures. Nous avons sélectionné une infrastructure pour chacun des secteurs suivants: courant continu haute tension, gaz, pétrole et éolien. Pour dresser un panorama révélateur de la diversité des risques auxquels sont confrontées les infrastructures critiques énergétiques offshore européennes, les quatre infrastructures sélectionnées se situent dans des zones géographiques différentes. Et toujours pour rendre compte de cette diversité des risques, nous avons sélectionné des infrastructures à des stades de développement différents. Parmi les 4 infrastructures, 2 sont achevées et fonctionnent, 2 sont encore des projets en développement. Et donc les infrastructures sélectionnées sont le Trans-Mediterranean Pipeline, un gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie et qui passe par la Tunisie, la plateforme pétrolière du champ norvégien Johan Sverdrup, ainsi que les éléments qui la relient à la côte, le champ éolien Baltica Offshore Wind Farm et sa phase de développement numéro 2, en développement au large de la Pologne, et enfin le Great Sea Interconnector, un projet de câble électrique reliant la Grèce à Israël en passant par Chypre. Alors, je vais commencer donc par présenter le Trans-Mediterranean Pipeline. Ce gazoduc, donc le Transmed, son diminutif, relie l'Algérie à l'Italie en passant par la Tunisie. Il a été inauguré en 1983. Son tronçon offshore appartient à la Trans-Mediterranean Pipeline Company, elle-même détenue à parts égales par le producteur fournisseur italien Eni et par le producteur fournisseur de gaz de l'État algérien, la Sonatrach. Transmed SPA est le gestionnaire de réseau de transport qui opère la section offshore du gazoduc. Cette entreprise est détenue conjointement par Sea Corridor, qui est elle-même une co-entreprise d'Eni et de la SNAM, et donc conjointement détenue aussi par la Sonatrach. La section offshore relie la station de compression de Cap Bon en Tunisie au point d'entrée du réseau italien en Sicile. La capacité de transport du Transmed est aujourd'hui de 36 milliards de mètres cubes par an. En 2022, l'Italie a importé 26,5 milliards de mètres cubes par le Transmed, ce qui représente environ la moitié des exportations gazières algériennes vers l'UE. L'Algérie, au total, fournit environ 12% des importations de gaz de l'Union européenne. Eni et la Sonatrach se sont accordés pour augmenter progressivement les flux de 9 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici 2024. Alors la conclusion de notre analyse de risque sur cette infrastructure se porte sur, donc, premièrement, le volet économique, la volatilité des cours du gaz et surtout la diminution programmée de la demande gazière européenne menace fortement l'usage futur du Trans-Méditerranée Pipeline. À l'horizon 2030 aussi, un point à noter, la situation légale de l'infrastructure est à surveiller. En effet, le régime dérogatoire dont jouit l'infrastructure actuellement et qui lui permet de ne pas appliquer les normes européennes, notamment de dissociation des activités de fourniture et de transport. Donc ce régime dérogatoire arrivera à terme à l'horizon 2030 et pourrait être ou renouvelé, oui ou non. S'il n'était pas renouvelé, le modèle économique serait fortement déstabilisé pour l'infrastructure. Sur le plan géopolitique, il est peu probable que l'Algérie interrompe ses approvisionnements, mais elle pourrait exiger une hausse des tarifs du gaz vendu à l'Italie en cas de tension diplomatique avec celle-ci. C'est ce qu'on a pu voir notamment dans le cas espagnol qui a servi de comparaison. Le risque de sabotage paraît actuellement limité, mais la situation sécuritaire au Maghreb pourrait rapidement se détériorer. On pense notamment donc à des activités de groupes terroristes qui a pu avoir dans le Sahara algérien, mais également lors du printemps arabe, des déstabilisations qui sont venues de la frontière tunisienne et de la frontière libyenne. À l'époque, le Transmed avait subi des tentatives de sabotage. D'un point de vue climatique, la partie offshore de l'infrastructure présente des risques faibles. Et les points de vigilance portent principalement sur les stations de compression qui se situent de part et d'autre du canal du Sicile. Elles sont exposées aux feux de forêt, aux submersions, aux ondes de tempête et aux tempêtes médicanes, qui sont les ouragans méditerranéens. Je vais maintenant vous présenter donc la carte qui est associée au Transmed. Alors, le but de la démonstration sur cette carte
c'était de montrer que l'Algérie, malgré son statut de puissance gazière, présente des fragilités. Premièrement, ses ressources sont épuisables. Donc, on a certaines ambitions d'exportation de l'Algérie, mais elles sont incertaines puisque donc, les ressources s'épuisent. Les prochains champs sont en cours de développement, mais leur rythme de développement est incertain. Et surtout, on a une démographie locale en expansion qui fait que les ressources sont de plus en plus consommées localement. À ces fragilités donc sur la quantité de ressources disponibles, s'ajoute le problème sécuritaire dans le Sahara, qui ici sont notamment indiqués par les points que vous avez sur In Amenas et Insala. Euh, à cela s'ajoute donc le souci géopolitique de la volonté de l'État algérien. Et on voit notamment des réductions de flux et des interruptions de flux sur le Medgaz, et l'autre gazoduc, le GME, qui va en direction de l'Espagne. Sur Johan Sverdrup, alors, Johan Sverdrup, la plateforme pétrolière norvégienne, est le troisième plus grand gisement pétrolier du plateau continental norvégien, avec des ressources attendues qui sont de 2,7 milliards de barils d'équivalent pétrole. Ce champ représente environ un tiers de la production norvégienne et peut répondre à 6-7% de la demande quotidienne de pétrole en Europe. Il est opéré par l'entreprise norvégienne Equinor et la propriété donc se répartit comme vous pouvez le voir sur la slide avec le plus gros départ à Equinor. Hacker, donc une entreprise britannique ayant racheté Lundin, anciennement actionnaire aussi suédois du, du champ. Et on peut voir aussi que Total fait partie des actionnaires. Et donc le pétrole de Johan Sverdrup est acheminé de la plateforme d'extraction jusqu'au stockage souterrain du terminal de Mongstad par un oléoduc de 283 km de long. Les conclusions de notre analyse de risque sur Johan Sverdrup montrent que bien que la réputation du champ puisse être entachée par son impact climatique et ou les liens de l'un de ses actionnaires avec des crimes de guerre, donc c'est l'actionnaire Aker auquel je faisais référence qui a racheté Lundin, l'entreprise suédoise, qui est accusée de crimes accusé de crimes contre l'humanité au Sud-Soudan pour des actions, des activités qui se sont déroulées dans les années 90, années 90-2000. Donc, malgré ces risques réputationnels, on observe que la société civile semble disposer d'un pouvoir de nuisance très limité. L'infrastructure étant en fonctionnement, à part en cas d'incident engendrant de la pollution, elle ne devrait pas particulièrement cristalliser de contestation. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, alors que les hydrocarbures russes sont en retrait du marché européen, la Norvège s'est imposée comme le principal partenaire énergétique de l'UE. Cela en fait une cible de premier ordre pour un éventuel sabotage russe. Outre les attaques physiques, un sabotage de la plateforme pourrait également être réalisé par des moyens cyber. La numérisation croissante des infrastructures énergétiques étend la surface d'attaque. Le puits de pétrole de Johan Sverdrup étant à une profondeur importante, 1900 mètres, c'est davantage les infrastructures en surface qui présentent des risques climatiques. Ces infrastructures sont exposées aux vents violents et aux tempêtes dont l'intensité devrait augmenter. Ces derniers, en touchant les plateformes et équipements, pourraient causer des dommages suffisants pour altérer le processus d'extraction, voire le mettre à l'arrêt plus ou moins régulièrement afin d'effectuer des réparations. Il est cependant peu probable que cela rende inopérante la plateforme, et encore moins avant 2070, la date qui est prévue pour la fin de l'exploitation. Par ailleurs, comme pour beaucoup d'autres secteurs, la hausse des températures peut avoir un fort impact sur la main-d'œuvre et de ce fait sur l'extraction et la production. Globalement, le niveau de risque climatique associé à la structure est relativement faible.
D'ici 2070, les effets du changement climatique vont très probablement avoir un impact sur la structure et le processus d'extraction, pouvant le mettre à l'arrêt, mais il apparaît peu probable que la structure devienne inopérante. D'autant plus que l'Union européenne et la Norvège disposent des entreprises et du savoir-faire nécessaire au maintien de ce type d'infrastructure. Alors pour la carte de Cassini sur Johan Sverdrup, on a un focus sur l'ensemble de la mer du Nord, où on peut voir que la Norvège a développé un réseau qui est principalement destiné à l'exportation. Euh, on vient d'en parler, donc on a un risque climatique. Et sur la carte, donc, il est symbolisé par les figurés en pointillés que vous retrouvez au nord et qui donc montre un climat particulier. Les risques de sabotage sont aussi mis en avant sur cette carte. Et associé à ces risques de sabotage, nous avons également la densité du trafic qui a été figurée. Et en fait, cette densité du trafic comporte un risque important lié au sabotage, puisque dans toute cette quantité de navires transitant dans la région, des navires potentiellement russes ou autres, de pêche, des navires de recherche scientifique ou autres, pourraient être employés à des fins de sabotage. Donc voici pour la carte sur Johan Sverdrup. Pour Baltica 2, Baltica 2 est l'une des deux phases de développement donc, de la Baltica Offshore Wind Farm. Et donc cette ferme éolienne sera développée dans la partie polonaise de la mer Baltique, entre les bas et Ustka. La distance entre les éoliennes les plus proches et les rivages sera d'au moins 25 km. Et les infrastructures terrestres du parc éolien seront situées dans la commune de Choskovo. Baltica 2 est prévu pour 2027 avec une capacité approximative de 1,5 gigawatts. Le projet est porté en coentreprise à parts égales par PGE, le plus grand producteur d'électricité de Pologne, et Ørsted, une entreprise danoise, leader mondial de l'éolien offshore. Donc, les conclusions de notre analyse de risque sur cette infrastructure sont que quelques incertitudes planent sur la concrétisation de la décision finale d'investissement. Cependant, celle-ci ne devrait pas être compromise étant donné l'état d'avancement du projet. Des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement en cuivre, en aluminium et en aimant permanent pourraient conduire à une révision des coûts à la hausse, ralentir le développement du projet et impacter sa rentabilité. Alors que la sécurité des infrastructures énergétiques est un aspect important du conflit russo-ukrainien, le système énergétique polonais pourrait être une cible d'un éventuel sabotage russe, étant donné l'important soutien apporté à l'Ukraine par la Pologne. Outre les attaques physiques, un sabotage pourrait également être réalisé par des moyens cyber. Le caractère offshore de l'infrastructure augmente le recours aux moyens de contrôle à distance, ce qui étend la surface d'attaque. L'élévation anticipée du niveau de la mer et de la charge des vagues peut endommager et déstabiliser les éoliennes et l'infrastructure qui les entoure. Un deuxième point de vigilance sur le risque climatique doit être souligné. L'arrivée des températures anormalement élevées en été pourrait provoquer un arrêt temporaire ou durable, selon le dommage produit, du fonctionnement d'une partie des capacités de l'infrastructure. Il semble dès lors nécessaire de revoir à la hausse la résistance des composants à l'érosion, la charge des vagues et les températures extrêmes dans la conception de ce type de projet. Alors, l'objectif sur cette carte a été de localiser notamment donc, les pays dépendants aux hydrocarbures russes. Et donc, avec la plage de couleur jaune, on a identifié tous les pays qui ont déclaré que l'éolien pouvait être un moyen pour se défaire de cette dépendance énergétique aux hydrocarbures russes. Donc, on voit sur la carte notamment beaucoup de parcs éoliens en construction. On a aussi donc autour de ces parcs en construction, on note d'importantes zones de régulation environnementale et aussi
une forte concurrence des usages, comme dans la mer du Nord, un important trafic maritime dans ces eaux. Enfin, c'est un territoire donc, de forte tension entre l'OTAN et la Russie. Euh, on le voit non seulement dans les positionnements des États côtiers, mais on le voit aussi dans les actes par des manœuvres militaires et encore certains actes de sabotage, comme on a pu le voir sur les Nord Stream. Pour en arriver au Great Sea Interconnector, donc le projet a été lancé en janvier 2012 par EuroAsia Interconnector Limited, une entreprise qui est basée à Chypre. Il est considéré comme un projet d'intérêt commun européen depuis la publication de la première liste en 2013. En octobre 2023, Eurasia Interconnector Limited a transmis la propriété et la responsabilité du développement du projet à IPTO, le gestionnaire de réseau de transport électrique grec. Depuis décembre 2023, le projet qui se nommait EuroAsia Interconnector se nomme Great Sea Interconnector. Long de 1208 km, le Great Sea Interconnector serait le plus long câble électrique sous-marin du monde et il est prévu pour partir de Hadera en Israël, puis connecter Chypre. De là, le Great Sea Interconnector doit connecter la Grèce à partir de la Crète. Une fois construit, le câble sera enfoui d'au moins 2 mètres sur l'ensemble du parcours. Seuls les éléments tels que les stations de conversion seront en surface. Achevée, l'infrastructure aurait une capacité installée de 2000 MWh. Le Great Sea Interconnector a pour projet donc de rompre l'isolement énergétique de Chypre, de permettre à Israël et Chypre de valoriser leurs ressources en gaz en exportant de l'électricité et enfin de favoriser le développement des énergies renouvelables dans la région. Et donc les conclusions de notre analyse de risque sur cette infrastructure sont que les difficultés à sécuriser des financements pourraient ralentir, voire compromettre la réalisation du projet. D'autant plus si des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement conduisent à une inflation des prix du cuivre et de l'aluminium. Le Great Sea Interconnector se construit dans une région qui est extrêmement sensible géopolitiquement. L'aspect géopolitique est prépondérant et transparaît au travers des enjeux légaux et réputationnels. Pour le moment, les acteurs régionaux, sources d'instabilité dans la région, ne sont pas des obstacles à la réalisation du projet, mais la situation sécuritaire de la région pourrait rapidement se détériorer, ce qui pourrait engendrer un ralentissement, voire un abandon du projet. Euh, les acteurs les plus déstabilisateurs dans la région qu'on a identifiés sont la Turquie qui a d'importantes revendications territoriales et qui s'est déjà opposée à la construction du gazoduc EstMed. Donc, on pourrait avoir une situation similaire avec le Great Sea Interconnector. Et également Israël, de par le conflit actuel qui l'oppose au Hamas. Euh, au-delà du rôle de puissance régionale comme la Turquie et Israël, euh, un point important sur ce projet, c'est qu'il est révélateur du rôle croissant que la Chine est amenée à jouer dans la géopolitique mondiale de l'énergie. Alors, comment la Chine est actrice de ce projet? IPTO, donc le gestionnaire de réseau de transport électrique grec, est une société qui est détenue à 51% par l'État grec, mais également à 24% par la State Grid Corporation of China, qui est donc le gestionnaire de transport électrique chinois. Et donc, cette prise de participation de l'entreprise chinoise est à replacer dans le contexte plus large d'une stratégie chinoise d'investissement dans les réseaux électriques européens qui viserait notamment au développement d'un réseau électrique eurasiatique intégré. Et donc, la Grèce serait le point d'entrée idéal pour la création d'une connexion transcontinentale. Et donc, l'électrification des systèmes énergétiques et l'approfondissement de leur intégration pourrait conférer à la Chine une grande influence politique et économique en Europe et internationalement. Euh, D'un point de vue climatique, les conséquences donc, du dérèglement climatique peuvent se répercuter sur l'infrastructure et accroître ses vulnérabilités. La montée des eaux et l'intensité accrue des tempêtes renforcent le risque de submersion des stations de conversion et l'érosion des câbles terrestres qui sont moins résistants à l'eau.
En période de forte chaleur, les machines et stations de conversion peuvent se retrouver en situation de surchauffe ou subir un incendie. L'élévation des stations de conversion, la résistance étendue des composants à l'eau et la protection de certains éléments de l'infrastructure contre les risques d'incendie devraient ainsi faire l'objet d'intentions particulières dans la phase de conception du projet. Euh, sur cette carte, donc, la démonstration a été notamment de montrer donc, les points communs de ces trois pays, la Grèce, Israël et Chypre, qui peuvent être considérés comme des îles électriques. Chypre n'était pas connecté à l'Union européenne, Israël n'est pas connecté à ses voisins, et la Grèce a elle-même quelques difficultés avec les autres pays de l'Union européenne en termes d'échanges électriques. Et donc, cette solution entre ces trois pays permettrait de les sortir de leur isolement énergétique et de construire des solidarités entre ces pays. Donc, les principaux risques, je les ai évoqués, ils apparaissent ici sur la carte, sont les revendications territoriales turques et les autres risques, en dehors de la question géopolitique, on note qu'on est dans une zone sismique, enfin, forte activité sismique, et également une zone à forte activité humaine du type pêche et autres. Alors, pour conclure, la volonté des Européens de réduire drastiquement leur consommation de gaz menace l'usage futur des infrastructures gazières et donc leur rentabilité. Le florissement des projets d'énergie renouvelable dans certaines régions, comme l'éolien en mer, peut créer une situation de concurrence pour l'accès au financement donc, auprès des organismes de financement régionaux. La situation économique d'Ørsted, leader de l'éolien offshore, a exposé la pression mise sur les chaînes d'approvisionnement en raison de la situation géopolitique et économique mondiale. Ces chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes et sensibles à des facteurs comme la déstabilisation des voies maritimes ou encore l'inflation. Le secteur des hydrocarbures est particulièrement sensible aux risques réputationnels, premièrement en raison de son impact climatique, un impact dont l'acceptabilité diminuera au fur et à mesure que les objectifs climatiques gagnent en ambition. Deuxièmement, ce secteur est souvent associé à des violations des droits humains. En effet, les sociétés pétrogazières opèrent à une échelle internationale, ce qui engendre un risque de contamination des projets européens par des actions qui se déroulent dans des territoires où l'état de droit est bien plus précaire. Toutefois, l'exemple du Gracie Interconnector montre que les autres secteurs énergétiques ne sont pas exempts de risques réputationnels, puisque celui-ci donc est connecté au réseau israélien, qui lui-même est connecté aux colonies dans les territoires occupés. Et on voit ici donc un risque réputationnel évident. Les infrastructures offshore de transport d'énergie sont plus exposées aux risques juridiques que les infrastructures de production d'énergie, du fait de leur caractère transnational qui implique souvent des pays tiers. A contrario, les infrastructures de production énergétique, qui sont davantage exposées aux risques climatiques, vent, vagues, températures extrêmes et autres, peuvent déstabiliser certaines infrastructures et freiner la productivité de la main-d'œuvre. Ces aléas peuvent également affecter l'accès à l'infrastructure. Les risques climatiques peuvent cependant être anticipés et les infrastructures adaptées. Pour cette raison, et parce que leur impact n'impliqueront sans doute pas une rupture de l'activité, les risques climat sont globalement modérés. Le risque matériaux s'avère minime pour les infrastructures déjà opérationnelles et conçues pour rester opérationnelles pendant plusieurs décennies. En revanche, les fluctuations des cours de certaines matières critiques comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares peuvent être des facteurs d'incertitude sur des projets en développement. Le coût de déploiement pouvant être brutalement revu à la hausse à la suite de perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, sur des chaînes d'approvisionnement concentrées auprès d'un nombre limité de fournisseurs. Le risque cyber est souvent... on n'a pas vu le... C'est pas grave, c'est un aléa, c'est un risque sur une infrastructure onshore.
Et donc le risque cyber, lui, est souvent mis en avant pour les infrastructures du secteur renouvelable. On fait de la numérisation croissante des systèmes qui est associée au développement de ce genre d'infrastructures. On constate cependant que ce risque est également croissant pour les infrastructures du secteur des hydrocarbures, dont la modernisation implique également une grande part de numérisation. Euh, L'évolution technologique rapide, euh, l'évolution technologique donc rapide du secteur rend difficile l'évaluation du risque cyber. Et le risque cyber implique un effet domino potentiel qui peut impacter de manière globale un système énergétique et dont le pouvoir de paralysie est important. Je remets juste la dernière slide. Euh, non, tant pis. Non, je pense que Tant c'est pis, pas on a très perdu. important. C'est pas très important, on a fini de toute manière. Donc enfin, les contraintes qu'ont rencontrées l'Espagne et l'Italie relativement aux exportations de gaz algérien nous enseignent une chose importante, c'est que la redondance des infrastructures est une clé de la sécurité énergétique. Cette redondance a permis en effet de minimiser le risque de défaillance, mais aussi le risque relatif au prix. Et donc, ça constitue également un facteur de compétitivité et de concurrence pour l'acheteur de la commodité énergétique. Cependant, assurer la redondance des infrastructures implique de développer des surcapacités, ce qui augmente le risque de faible rentabilité des projets à court terme et à long terme, le risque de détenir en portefeuille des actifs échoués. Mais ce risque économique apparaît comme le prix de la sécurité énergétique. D'un point de vue géopolitique, au début des années 2000, le risque géopo était étroitement associé aux groupes terroristes. Cette menace, elle est loin d'avoir disparu, on le voit notamment avec le cas de l'Algérie, mais elle semble être de second ordre par rapport au risque géopolitique engendré par les tensions interétatiques. La guerre de haute intensité prend désormais place sur le continent européen, alors que l'espace méditerranéen connaît également une recrudescence des tensions. La menace la plus prégnante en cette période pour les infrastructures énergétiques critiques offshore européennes est le risque géopolitique qui est incarné par la Russie. Donc la Russie, principal risque actuel, mais on voit aussi la Chine en risque croissant. En effet, donc dans le contexte de la guerre en Ukraine, le secteur gazier a exposé les risques engendrés par le contrôle des infrastructures de transport par un État tiers potentiellement hostile. Les Européens étaient conscients de ces risques dès la fin des années 2000 et n'ont pourtant pas sécurisé le système gazier assez rapidement. On a donc eu de graves conséquences pour l'approvisionnement de l'Union européenne. Un risque géopolitique comparable se constitue avec la prise de participation d'entreprises chinoises au sein des réseaux électriques depuis une dizaine d'années. Et donc la gestion du risque géopolitique opérée par les autorités se doit d'avoir une approche globale. En effet, nous pouvons constater que les menaces juridiques, économiques et réputationnelles peuvent être des modes d'expression de la menace géopolitique. Les risques auxquels sont confrontées les infrastructures énergétiques offshore européennes nécessitent donc souvent une gestion collaborative entre les États membres de l'Union européenne et des États tiers. Dans certains cas et pour certains aspects, cette gestion peut être institutionnalisée, comme dans le cadre de l'OTAN. Merci. Merci beaucoup, Samy, pour cette présentation très détaillée. Et bien évidemment, vous retrouverez la présentation sur le site de l'IRIS d'ici quelques jours pour s'il y a des personnes qui sont frustrées d'avoir été coupées. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer maintenant à Annabelle Livet, donc, que je rappelle est chargée de recherche matières premières et énergie à la Fondation de la recherche pour la recherche stratégique. Je vous laisse la parole. Merci Merci. beaucoup. Et puis de manière générale, merci donc à l'IRIS aussi pour cette aimable invitation. Moi, c'est que pour cette intervention, enfin, voilà, l'état des lieux des risques a été fait, je trouve, de manière assez exhaustive, en tout cas dans ce rapport. Donc l'idée, c'est peut-être de voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait finalement une fois qu'on a un rapport comme ça, comment est-ce qu'on peut l'utiliser aussi à bon escient. Et je trouve qu'à ce sujet-là, c'est toujours important de rappeler que finalement, la sécurité, enfin la sécurité énergétique de manière générale, ça a toujours un caractère assez subjectif. C'est-à-dire que la perception d'un risque peut être divergente en fait selon les différents acteurs. C'est-à-dire que certains vont percevoir
une situation avec des risques, enfin, par exemple un risque géopolitique d'une manière beaucoup plus intense qu'un autre pays, par exemple, ou alors estimer que le risque, enfin, en tout cas, s'intègre sur une durée plus longue que pour d'autres, avec en fait, une différence dans la fréquence ou dans la prévisibilité, etc. Donc, cette différence de perception, je dirais que peut-être pour l'illustrer, c'est vrai que pour reprendre l'un des exemples qui a été pris, c'est Nord Stream 2 qui est quand même assez caricatural dedans, puisque pour tout au long du processus de construction, de négociation et de construction de Nord Stream 2, c'est vrai que tous les pays du centre, enfin, on va dire Europe continentale et surtout Europe de l'Est, puis également un peu Europe du Nord, pour beaucoup de pays, en tout cas, il y avait un réel risque géopolitique, justement, de dépendance accrue envers la Russie, d'avoir aussi une forme de déséquilibre en fait pour l'unité européenne par rapport aux différentes relations commerciales qu'on pouvait avoir avec la Russie en ce qui concerne le gaz. Et du côté justement allemand, puisque ça concernait cette infrastructure qui concerne ces deux pays-là, enfin la Russie et l'Allemagne, du côté allemand, le risque était plutôt d'ordre économique s'ils n'avaient pas cette infrastructure. C'est-à-dire que là, ce qui était beaucoup plus présent en tête, c'était de se dire on a besoin de gaz pour notre industrie. C'est aussi le gage de notre compétitivité économique. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous pousse aussi à continuer. Et en revanche, le risque géopolitique est vu comme secondaire. Et là, en fait, c'est vrai que tout au long c'était vraiment un cas d'école, je dirais, à ce niveau-là. Et au final, dans les deux cas, techniquement, le risque était en quelque sorte assez fondé, puisque aujourd'hui, l'Allemagne, en se privant justement des importations russes, a un gros problème de compétitivité économique. Donc, c'est quelque chose voilà, qui, je pense, c'est important à prendre en compte. Et donc, au final, ça montre aussi que tout est un peu une question de point de vue. Et pour revenir justement aux infrastructures offshore, c'est un petit peu de se dire, est-ce qu'on sécurise l'infrastructure énergétique offshore elle-même ou est-ce qu'on sécurise, par exemple, plutôt l'unité de consommation, c'est-à-dire, par exemple, le point de consommation, si on raisonne en infrastructure critique, on peut penser aux hôpitaux, on peut penser à d'autres infrastructures comme ça qui, elles, ont besoin impérativement d'électricité en continu. Et donc là, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on les laisse dépendantes d'infrastructures offshore ou bien est-ce qu'on trouve d'autres moyens? Et dans les deux cas, en fait, ce sont des visions complémentaires et les outils, on va dire, sont assez divers. C'est-à-dire que si pour sécuriser une infrastructure offshore, bien, voilà, ça a été mentionné, et on peut avoir des méthodes un peu surveillance, de redondance, utiliser des capteurs ou autres. Et puis du côté justement des points de consommation, en tout cas d'infrastructures critiques, là, ça peut être justement d'avoir des générateurs indépendants, enfin en tout cas des espèces d'énergie de réserve qui peuvent être appelées en fait en cas d'interruption de l'approvisionnement. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est aussi à remettre en perspective, là encore, avec cette particularité européenne qui sont les interconnexions, alors que ce soit au niveau gazier, que ce soit au niveau électrique ou au niveau du pétrole d'ailleurs. Alors ces interconnexions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut les voir comme une vulnérabilité, mais en fait, elles ont des qualités à la hauteur de leurs défauts, je dirais. C'est-à-dire que d'un côté, c'est aussi ce qui permet d'avoir des mécanismes de solidarité. Si à un moment un pays est en manque d'énergie pour X raisons, on l'a connu même l'hiver dernier en France, eh bien on ne se pose pas la question, on peut importer également de l'énergie d'ailleurs. Donc ça c'est quand même un gros levier, on va dire, de solidarité et qui est quand même très utile justement pour garantir cette sécurité d'approvisionnement. Et en même temps, c'est vrai que ça signifie aussi, et ça c'est particulièrement valable pour le secteur électrique, que si jamais c'est touché, vous avez des résonances directes et à l'échelle de toute l'Europe. Et alors peut-être que certains d'entre vous se rappelleront, en 2006 notamment, il y avait eu ce blackout qui était parti d'Allemagne, qui avait en fait touché toute l'Europe, c'est-à-dire qu'on a même eu des conséquences jusqu'au Maroc avec les interconnexions entre l'Espagne et le Maroc. Et donc ça a été un blackout qui a été en fait provoqué parce qu'un bateau voilà, norvégien voulait sortir d'un port allemand et pour ce faire, en fait, il y avait besoin en tout cas, bref, il y avait besoin de synchroniser, désynchroniser deux lignes à haute tension, ça s'est mal passé et donc en fait, il y a eu un effet domino, un effet de délestage qui s'est répercuté sur tout le continent. Alors, heureusement, c'était un blackout qui était assez court, hein, finalement.
Je crois qu'au total, l'ensemble de la coupure a dû durer maximum 2 heures, si ce n'est moins. En tout cas, la resynchronisation, c'était 38 minutes. Et après, le temps d'avoir toutes les conséquences un peu du domino, ça a duré à peu près 2 heures. Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais en fonction finalement de l'infrastructure qui est touchée et donc du niveau de délestage qu'il peut y avoir, ça signifie que là, la remise en service, entre guillemets, peut être beaucoup plus longue. Et encore une fois, tout dépend des infrastructures que vous avez. Si vous avez un frigo qui ne marche pas pendant 2 heures, bon, peut-être survivre, je dirais, mais en revanche, encore une fois, si ce sont des hôpitaux ou autres, là, le raisonnement est un peu différent. Et en fait, tout ça, ça signifie également que on ne maîtrise pas, ou du moins les conséquences ne sont pas uniquement réservées au territoire national, elles sont... et donc ce caractère aussi supranational, ça signifie que la coordination est absolument primordiale entre les différents acteurs. Et donc, soit, enfin, là encore, il y a deux méthodes, on va dire, deux modes d'action, hein. C'est-à-dire que vous avez le volet un peu préventif. Donc, comment faire pour éviter justement ce genre de situation, d'où ce type d'analyse de risque. Donc, de vraiment se dire, voilà, est-ce qu'on développe justement des capacités de surveillance, quelles qu'elles soient, etc., pour éviter que ça arrive. Et puis, il y a le volet également de la réaction. Donc, de savoir, c'est un peu la gestion de crise. Quel est le protocole à développer, comment est-ce qu'on élabore le partage des compétences, etc. Et tout ça, finalement, encore une fois, ce sont des approches qui sont parfaitement complémentaires. Mais ça requiert pour ça, je pense, le gros enjeu, c'est celui de la communication entre les différents partenaires. Et donc, notamment, le fait de converger sur la manière de percevoir ces risques-là. Si vous les voyez, si vous les comprenez de la même manière, c'est ça aussi qui vous permettra d'élaborer plus facilement des doctrines et donc d'être efficace parce qu'on partage finalement cette même vision. Donc ça, c'est un petit peu le rôle, on va dire, de l'UE et de l'OTAN qui, en fait, pour qui la thématique de la sécurité énergétique n'est quand même pas nouvelle, même si elle s'est vraiment développée, je dirais, de manière très graduelle et un petit peu par à-coup. Et là aussi, très souvent en réaction avec des crises, que ce soit des crises énergétiques, géopolitiques ou autres. Et en ce sens, moi, je trouve, après, c'est mon interprétation, qu'il y a peut-être trois échelons temporels qu'on peut souligner. Donc, c'est-à-dire, vous avez la période, en gros, 2006-2009, où là, aussi bien du côté de l'OTAN que du côté de l'UE, on a des prises de conscience plutôt sur les importations et sur la sécurisation des approvisionnements énergétiques. Donc pour l'OTAN, c'était vraiment très focalisé sur le pétrole, parce que c'était ce qui était utilisé, enfin ce qui est utilisé aussi pour l'Alliance. Et du côté UE, il y a également le pétrole, mais on est plus sur du gaz finalement. Et donc avec notamment la gestion de crise des disputes, des différentes disputes russo-ukrainiennes qu'il y a pu avoir durant ces périodes-là. À noter tout de même que dès 2007, finalement, la question de la sécurisation des infrastructures énergétiques était déjà mentionnée donc par l'OTAN, notamment. Ce qui n'a pas été le cas de manière aussi précise, en tout cas par l'Union européenne, mais l'OTAN, c'était assez clair qu'en tout cas pour les infrastructures qui devaient servir aux forces armées, aux forces alliées, devaient être sécurisées. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc ensuite, je dirais que le deuxième volet, ça a été plutôt vers 2014, en fait, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Et là, ça a été plutôt, on va dire, une forme de consolidation, en quelque sorte, au niveau de l'Union européenne, qui peut-être avait un peu oublié ce qui s'était passé pendant un temps. Donc il a fallu continuer à développer ces mécanismes de solidarité, donc par exemple avec la constitution aussi de stocks stratégiques, beaucoup plus de focalisation aussi sur tous les risques cyber. Et tout ça se fait en fait finalement aussi conjointement avec l'OTAN, qui développe aussi en parallèle en fait ce type de compétences. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que en tout cas dans ces deux cas-là, et même après on verra, les deux organisations marchent finalement main dans la main et en quelque sorte se partagent beaucoup les compétences et essayent donc de travailler, enfin de s'inspirer mutuellement, enfin plutôt quand même de l'OTAN vers l'Union européenne pour pouvoir développer des protocoles donc visant à réagir dans ces cas-là. Et enfin, le dernier volet chronologique, on va dire, ce serait celui, je trouve, dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire depuis février 2022, où là, on se rend compte que la sécurité énergétique, ce n'est pas qu'une question d'approvisionnement énergétique. Là, on est carrément dans la sécurisation des infrastructures qui sont en fait situées sur les territoires des États membres. Et donc, c'est une sécurisation physique.
en fait, de ces infrastructures-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau parce que même si on parle, par exemple, de sécurisation cyber, on reste, il y a eu quand même une forme de séparation assez nette à chaque fois entre le mode de fonctionnement, notamment, par exemple, quand on pense à l'électrique, entre le mode de fonctionnement simplement des flux, en fait, de l'électricité et après, aujourd'hui, se dire, bah, un câble, ça reste physique et effectivement, c'est à protéger. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette étape, en fait, de concevoir, enfin, vraiment plus de se focaliser sur les infrastructures elles-mêmes. Et là encore, justement, on observe aussi que depuis février 2022, il y a un travail de fait. Il y a eu d'ailleurs la création d'un groupe de travail dédié à cet effet entre l'Union européenne et l'OTAN. Et les conclusions, sans surprise, ont été notamment de poursuivre une coordination très étroite et notamment justement un partage de vision sur la prise de conscience de ces risques-là et justement histoire de les centraliser, de créer des analyses en fait par rapport à ça et donc ensuite de se coordonner ensemble en continuant à élaborer des doctrines et autres et donc autres protocoles d'intervention. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut résumer aussi par rapport à ça, et donc ça va tout à fait dans le sens de cette analyse, c'est que finalement, il y a différentes échelles oui, pour lesquelles il est nécessaire de se coordonner, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre purement national, on a besoin de parler les uns avec les autres, et donc de voir ensemble justement pour arriver à faire converger cette perception des risques. Et donc c'est pour ça que justement des analyses des fois factuelles de risques peuvent être un bon socle en fait de référence pour pouvoir justement dire bah voilà, si on aborde tel type de risque, qu'est-ce qu'on observe, etc., etc. Donc ça, c'est un bon moyen, je dirais, pour aussi lancer des discussions. Et ce qui est aussi intéressant, donc je finirai là-dessus, c'est simplement que la sécurité énergétique, c'est un sujet qui éveille l'intérêt toujours de manière graduelle et en particulier en temps de crise. Et donc voilà, c'est une affaire, je pense que c'est une affaire à suivre encore quelques années. Merci infiniment pour cet excellent, je veux dire exposé, mais en tout cas, ou réponse ou Oui. complément. Oui. Je vais profiter de mon rôle de modérateur pour poser des questions, chose que je fais très rarement parce que vous m'avez interpellé dans vos propos. Et j'ai juste deux questions et bien sûr, bien évidemment, on prendra les questions du public. Ma première question, elle est relative aux trois périodes que vous avez identifiées. Quelque part, enfin, vous commencez autour de 2006. Moi, je me demande s'il ne faut pas remonter aux années 70. Oui. Oui. Si on ne peut pas partir du premier et du deuxième choc pétrolier et s'interroger sur, parce que à la base, la création par exemple de l'Agence internationale de l'énergie, c'est en réaction au premier choc pétrolier. Et quelque part, on est aussi dans une logique de sécurisation des flux, mais pas des infrastructures. Et puis quelque part, après le deuxième choc pétrolier, on oublie. On vit cette mondialisation heureuse, on vit cette fin de l'histoire, et quelque part, on a un retour de bâton avec ces premières préoccupations. Je voudrais juste votre retour là-dessus. Et j'ai d'ailleurs la question, ma deuxième question, elle va aux deux intervenants. Je ne vous ai pas entendu parler d'appropriation sociale ou d'acceptabilité. Et je me demande si la question de l'acceptabilité dans un monde qui se décarbone, ou la question de l'appropriation, on a du mal à trouver le terme, c'est pas aussi un risque? Alors peut-être moins sur les infrastructures offshore, mais malgré tout, je pense que notamment sur le parc éolien qu'on a étudié, la question de l'appropriation se pose. Et est-ce que vous voyez d'autres risques, notamment comme celui-ci, qu'il va falloir prendre en compte dans les années qui viennent? La question est aussi pour toi. Du coup, oui, je vais peut-être commencer avec votre première question. Déjà, je vous remercie. C'est vrai que, alors oui, j'avoue que je suis restée assez cantonnée, on va dire, à l'UE et l'OTAN parce que voilà, c'était plus l'objet, on va dire aussi, Mhm. pour me cadrer géographiquement par rapport à cette étude. Mais effectivement, on peut remonter avant et même l'OTAN, si on regarde bien, finalement, dès les années 90, il y avait déjà aussi cet intérêt avec notamment la question pour les guerres du Golfe qui justement avait un impact aussi pour l'approvisionnement en pétrole. Donc ça a été effectivement de toute façon des questions et des choses qui sont revenues. Après, c'est cette chronologie que je proposais, elle est davantage en fait sur une structuration, enfin sur la structure et la création effectivement d'un socle juridique, on va dire, de protocoles qui existent et qui finalement sont fixes encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous regardez, bon, bien sûr, il y a des directives européennes de 2006 qui ont quand même évolué, mais cette base,
en tout cas, existe et a été actée à partir de ce moment-là. Et ça correspond aussi finalement avec cette formation de la communauté européenne. Donc là aussi, qui permettait d'avoir un peu plus de compétences sur le plan juridique pour l'Union européenne, en fait, de pouvoir prendre ce sujet-là en charge qui, sinon, est exclusivement de la compétence nationale et aujourd'hui qui reste encore une compétence partagée. Donc, c'est plus aussi pour que ça corresponde, on va dire, avec ces formes-là. Peut-être pour la deuxième question sur l'acceptabilité sociale, de ce que j'observe, c'est assez intéressant parce que c'est toujours un peu, encore une fois, une affaire de perspective et encore une fois de perception de ce que ça représente. Si vous allez en Allemagne, par exemple, on va vous dire que l'éolien offshore, c'est un moyen d'accès à l'indépendance énergétique, etc. Et si vous allez en France, dernièrement, j'ai entendu des arguments qui disaient, ah non, mais en fait, ça nous rend vulnérables, finalement. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas compris de la même manière. Et dans les deux cas, finalement, personne n'a réellement tort, personne n'a réellement raison. Je pense que l'acceptabilité sociale, elle vient vraiment quand il y a un effort de pédagogie qui est fait, que le raisonnement est cohérent. C'est-à-dire que oui, on fait quelque chose. L'énergie, c'est jamais ni blanc ni noir. Il y a toujours un risque, il y a toujours un avantage quelque part. Mais quand il y a un moment, il faut faire un choix. Je pense que plus ce choix est expliqué et qui paraît cohérent au vu de la structure économico-industriel ou plein d'autres facteurs, en tout cas, que ça correspond au pays, je pense que quand même, c'est quelque chose qui est accepté. Et l'exemple de la Pologne, pour ça, est peut-être assez intéressant, puisque la Pologne était assez réticente pendant un bon moment. Et aujourd'hui, alors qu'elle est positionnée finalement comme très proche dans la Baltique, etc., il y a quand même une vraie volonté de continuer, en tout cas au niveau politique, de continuer à développer ces parcs éoliens offshore. Et pour le coup, ils ont presque eu une augmentation d'acceptabilité sociale depuis peu, chose qui a été finalement, qui peut paraître paradoxale au vu du contexte géopolitique. Et ça permet aussi de s'interroger sur la création d'une grille de lecture commune des risques en Europe, où vous avez des mix énergétiques qui sont différents, qui ont été construits différemment. Et au final, la notion d'acceptabilité, vous l'avez parfaitement dit, c'est quelque chose qui est très relatif, et notamment à une construction historique du mixte. Donc, quelque part, il y a presque une impossibilité à avoir une grille de lecture commune et gérée et coordonnée des risques au niveau européen. Disons qu'il faut qu'on accepte un degré de diversité qui est important, finalement. Merci. Tu veux réagir, Sur l'acceptabilité sociale de ces infrastructures, on voit sans doute elle est difficile pour des infrastructures comme la plateforme pétrolière en Norvège de par l'image des hydrocarbures. Et donc, comme on est en train de le dire, elle est tout aussi pour les énergies renouvelables, et notamment à cause des conflits d'usage qui se multiplient dans des espaces qui sont surchargés par les activités humaines. On le voit ici en France, au large de la Normandie. Un projet éolien est confronté à un double conflit d'usage, soit pour des questions mémorielles, puisque c'était un site qui était dédié à la mémoire du débarquement, mais également, le site en question pour l'éolien en Normandie était un des principaux gisements de noix de Saint-Jacques pour les pêcheurs locaux. Et donc, on voit aujourd'hui que ces conflits d'usage sont un véritable frein à la transition énergétique. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions sur le chat. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions. Alors, la première, elle est relative. Je vous la lis, hein. Je ne vois pas trop le problème d'avoir la Chine en tant qu'investisseur. Les Chinois font du business comme d'autres pays. Et j'ai presque envie de rajouter, parce qu'il y a une autre question qui est un petit peu similaire. Est-ce qu'il y a aussi des investissements américains dans les infrastructures européennes et sont-elles jugées risquées? De toute façon, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que, encore une fois, il y a 10-15 ans, c'était pas vraiment une question qui se posait, en tout cas pour certains pays. Et aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, finalement, c'est un petit peu la chasse aux sorcières, si vous me permettez l'expression. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, que peu importe le pays tiers en fait qui investit, je pense que dans ces cas-là, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est le degré de proximité en fait entre l'entreprise et l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que de toute façon, ça veut dire que le raisonnement est différent. Vous ne pouvez pas commercer, enfin du moins c'est normal, une entreprise vraiment privée qui est complètement indépendante aura un tout autre raisonnement et aura d'autres intérêts qu'une entreprise étatique qui, elle, est quand même pilotée
par d'autres acteurs derrière. Et donc, la dimension diplomatique devient beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aurais tendance à dire, c'est celui, encore une fois, ça s'applique au secteur de l'énergie, mais ça s'applique à tout. Il y a un moment, une infrastructure énergique, il faut imaginer un peu l'énergie comme étant le système névralgique en fait d'une société. Et donc la question, c'est de se dire si à un moment, un État en fait a ce système-là qui est absolument vital pour sa société, est-ce que c'est quelque chose qui est privatisable ou pas? Et là, je pense qu'on en est quasiment là, c'est-à-dire qu'il y a des manières de faire. Voilà, on peut dire, bah oui, on peut privatiser avec une entreprise publique. Donc voilà, et là, c'est un peu le modèle d'EDF, etc. Ou alors, on peut privatiser avec que des acteurs privés, par exemple, c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est possible aussi. Mais dans les deux cas, il y a des raisonnements comme différents, parce que vous avez des contrôles différents, et ça veut dire que votre gestion de crise, si jamais il y a un problème, est aussi différente. Et déjà que ça peut être compliqué entre privé et public, si en plus vous ajoutez la dimension privée extérieure, enfin ou du moins étrangère, et qui elle-même peut-être n'est pas si privée que ça et donc devient privé-public, etc., c'est comme si votre gestion de crise, en fait, vous la gérez ensemble avec la Chine. Enfin, je veux dire, et est-ce que la Chine sera d'accord en fait pour participer à ces efforts-là, etc. Voilà, c'est pas l'intérêt de la Chine en fait de s'immiscer dans ces informations-là et c'est pas non plus dans l'intérêt de l'État lui-même. Donc enfin, voilà, je m'arrêterai là-dessus, je pense. Merci, Samy. Sur le risque que représente la Chine dans le cas précis de l'investissement dans les réseaux électriques européens, ce risque, il est à prendre en considération dans la perspective d'une interconnexion des réseaux à l'échelle eurasiatique. Et avec cette interconnexion à l'échelle eurasiatique, on pourrait avoir donc une Chine qui produirait de l'électricité extrêmement peu chère de par ses importants moyens de production électrique et qui donc rendrait dépendants les Européens à cette électricité peu chère produite par la Chine. Et dans ce cas-là, on se retrouverait dans la situation qu'on a connue et qu'on connaît toujours avec les conséquences actuelles de la dépendance des Européens au gaz peu cher qui provenait de Russie. Donc voilà, quand on se demande d'où peut provenir le danger des investissements chinois dans la question, eh ben, on a un exemple très clair avec la question du gaz et de la Russie. Sur les investissements américains au sein de l'Union européenne, oui, ils se font dans plusieurs secteurs énergétiques, de l'hydrogène au nucléaire. Est-il considéré comme un risque? Euh, Beaucoup moins, voire il peut être mis en avant comme une solution, notamment en Europe centrale et orientale, comme une solution alternative permettant de limiter le risque que représenteraient les investissements justement russes et chinois. J'ai en tête l'exemple du nucléaire roumain, où les Chinois devaient construire une centrale nucléaire en Roumanie pour rendre ce pays plus indépendant des hydrocarbures russes notamment. Et, euh, et sous pression américaine, la Roumanie a viré les Chinois de ce projet et on préférait des modèles de small modular reactor américains à la place. Merci beaucoup pour les réponses. Il y a pas mal de questions sur le cyber. Alors, je les regroupe et puis vous avez essayé de me faire une réponse un petit peu commune. Quel est l'état du niveau de protection cyber en Europe? Et est-ce qu'on a une idée véritablement de quel type des principaux risques cyber? Est-ce qu'on peut les classer, ces principaux risques cyber? Alors, je suppose que oui. Après, je ne serai peut-être pas la personne la plus compétente pour donner une réponse détaillée. Non, mais en fait, je dirais il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs instituts hein, qui s'occupent beaucoup de ça. Vous avez l'ANSSI, par exemple, en France, qui est vraiment une infrastructure dédiée, enfin, pardon, une structure qui est dédiée vraiment au risque cyber. Et je pense même qu'il doit y avoir d'ailleurs de temps en temps des rapports également qui doivent sortir, peut-être qui évoquent ces sujets-là. Du côté UE autant, et en sachant que ça reste un organisme théoriquement indépendant, vous avez le centre, alors attendez, ça doit être le centre des menaces hybrides à Helsinki, qui s'occupe aussi exclusivement donc des questions cyber et donc justement de faire des analyses dessus. Là aussi, vous pouvez avoir, je pense, des rapports, un peu plus de choses. Et il me semble également que le Collège d'excellence pour la sécurité énergétique à Vilnius,
traite également de ces questions-là. Donc en tout cas, je sais que voilà, ce sont des questions qui sont traitées, qui sont centralisées. Après, de là, moi, à évaluer le niveau de sécurité cyber, surtout dans toute l'Europe, alors là, je ne vous cache pas, ce serait un peu risqué. Cependant, quand même, tout ce que je peux dire, c'est que de mémoire, en 2021, février 2021, il y avait eu quand même une grosse attaque je crois que c'était de type cyber-rançon qui avait lieu dans différents ports en fait. Donc ça, il y a eu, de mémoire, il devait y avoir Anvers, pardon, Rotterdam, Hambourg. Peut-être un autre que j'oublie. Et donc là, en l'occurrence, c'était les barges en fait qui permettaient d'approvisionner justement le pétrole en fait sur les infrastructures donc onshore, qui là en l'occurrence était complètement bloqué pendant plusieurs heures, il me semble. Et voilà, donc je sais que ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc je crois que d'ici là, en tout cas, ils ont eu plus d'informations. J'ai pas eu beaucoup de retours dessus, mais normalement, ça a dû être traité. Mais voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. En Ukraine, je sais qu'il y a eu énormément, justement, historiquement, il y a eu aussi le réseau électrique qui a été assez régulièrement attaqué avec des blackouts quand même très, très conséquents et qui, des fois, ont duré même jusqu'à 48 heures, voire plusieurs jours, il me semble. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses. Beaucoup, ça reste aussi un gros sujet, encore une fois, du côté autant UE et aussi au niveau national. Donc voilà. Merci beaucoup, Samir Hamdani. Donc, moi non plus, je ne suis pas compétent pour parler pour faire l'état des lieux de la sécurité cyber en Europe, mais ce que je voudrais rappeler, ce sont justement les points qui sont pointés par le rapport. Et ce qu'on voulait mettre en avant, c'est notamment que donc, la numérisation croissante des infrastructures critiques énergétiques étant la surface d'attaque, et également le fait que le caractère offshore de ces infrastructures fait qu'on a plein de points d'entrée pour le contrôle à distance. Et donc là aussi, on a une extension de la surface d'attaque. C'est ce qu'on voulait mettre en avant sur cette question cyber dans le rapport. Oui, peut-être juste là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est un point extrêmement important. De manière générale, la numérisation du secteur de l'énergie, ça concerne aussi tout ce qu'on appelle les smart grids, donc les réseaux intelligents. Effectivement, ça, c'est quand même un catalyseur ou du moins un multiplicateur, on va dire, de points d'entrée pour ces risques-là. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez, à travers vos recherches, que l'Europe et la France ont maintenant une vision beaucoup plus long terme avec une vraie gestion des risques? C'est une bonne question également. Euh, Est-ce que Samy veut commencer? Sinon, je commence. Je pense que vous. Je Oui, pense que vous. d'accord. Bon, bah écoutez, j'aurais tendance à dire que là, depuis, enfin, ça aurait été, on aurait été en 2020, 2021, je pense pas, enfin, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de divergences encore. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est à un point de convergence, justement, du fait, en fait, de ces risques-là qui obligent, en fait, beaucoup de prise de conscience, en fait, à différents niveaux. Alors, j'aurais tendance à dire côté français et de manière générale, pour les pays qui ont quand même des forces armées, on va dire, assez développées, enfin, ou du moins assez actives, on va dire, il y a quand même des savoir-faire, finalement, chez les militaires qui permettent aussi, finalement, d'influencer aussi le civil et donc d'avoir des échanges, on va dire, de bonnes pratiques peut-être un peu plus fluides. Pour des pays, et là c'est vrai que j'ai encore l'exemple de l'Allemagne en tête, pour qui c'est un peu plus compliqué, il y a il y a une séparation quand même beaucoup plus forte, en tout cas entre les forces armées et puis le monde civil. Là, on a affaire à des réelles prises de conscience et on en est encore dedans vraiment. Justement, déjà, si ce n'est que par ce risque géopolitique, de fait de prendre en compte que, effectivement, sur son modèle de transition énergétique, donc l'Energiewende, qui est quand même essentiellement basé sur le renouvelable, bah, là aussi, en fait, on doit intégrer des questions de sécurité peut-être de manière beaucoup plus poussée que ce qui avait pu être anticipé auparavant. Donc, je pense qu'on est, en tout cas, c'est en phase, et je pense qu'on est plutôt sur une phase assez propice à une relative convergence. Merci. Un ajout? Simplement que justement, on a vu une coopération accrue des États côtiers, que ce soit dans la Baltique et dans la mer du Nord, dans le cadre de l'OTAN, mais pas seulement, et aussi des initiatives par les États membres individuels du type de l'Italie, qui a fortement renforcé sa sécurité en Méditerranée. Et, et aussi également, justement, pour voir si cette prise de conscience se matérialise, j'attends de voir les résultats du groupe de travail Union européenne autant sur ces questions.
et de voir une publication de ces résultats. En matière il y a une question sur la méthodologie. Est-ce que vous avez pris en compte les risques résultant de l'organisation administrative des échanges, production, distribution, consommation, notamment les principes de marché de type AREN pour l'électricité? Non, 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 ça n'a pas été pris en compte. Alors peut-être ça vient aussi du fait que finalement, en général, à partir du moment où vous arrivez à un niveau qui est établi un niveau de crise, vous rentrez dans un autre domaine juridique aussi. Et notamment au niveau européen, c'est très clair en fait que vous avez des protocoles qui s'activent que à partir de ce moment-là. Et ces protocoles-là, du coup, impliquent d'autres raisonnements aussi. Alors je pensais notamment au stockage stratégique ou ce genre de choses. Ces stockages-là, normalement, ne sont pas vraiment utilisés en fait dans le quotidien, mais ils sont là et ils sont activables justement à partir du moment où le seuil de crise est décrété, on va dire. Donc voilà, c'est aussi peut-être parce que ce ne sont pas des risques, comment je pourrais dire, ça impliquerait, je pense, dans ce type d'analyse, en fait, d'avoir deux moments, c'est-à-dire le moment où vous avez de prévention, encore une fois, et le moment de réaction, une fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Merci. Alors, on a des questions sur notamment le pétrole, pétrole et gaz. Comment les opérations pétrolières et gazières peuvent-elles être infectées par les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes? Et puis, je vais en mettre, je vais grouper une autre question. Afin de conserver les moyens énergétiques en cas de grand défaut d'approvisionnement extérieur, ne pourrait-on pas relancer les recherches d'hydrocarbures en France? C'est peut-être des questions qui dépassent un tout petit peu la seule gestion des risques, mais c'est le moyen de gérer le risque, bien évidemment. On pourrait d'ailleurs rajouter, parce que là, on est sur comment ajouter de l'offre au système énergétique, mais on pourrait aussi se poser la question si la meilleure gestion des risques, ce n'est pas la sobriété, la réduction de la demande. Donc, je vous fais un package de ces trois questions, à la fois pour tous les deux. Je ne sais pas Je si vous vous voulez. remercie. Oui, bah, je peux commencer si vous le souhaitez. Oui, puis je vous remercie pour cette petite perche qui effectivement est un sujet quand même important. Alors, pour justement, d'abord pour les risques climatiques. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs types de risques, mais peut-être je laisserai Samy plutôt l'évoquer plus tard. D'ailleurs, qui, je précise, ne touche pas non plus que les plateformes gazières et pétrolières, hein. Les réseaux électriques sont quand même assez sensibles aussi à ça. Donc, voilà, ce sera peut-être quelque chose à ouvrir après. En ce qui concerne justement, oui, l'exploration potentielle, par exemple, d'hydrocarbures en France, etc., ce sont des sujets qui, de toute façon, reviennent régulièrement et effectivement qui peuvent être abordés. Alors là, sans parler de ressources énergétiques fossiles, vous avez quand même tout un tas de questions sur des explorations ou non d'hydrogène, par exemple, ou vous en avez aussi pour le lithium, puisque théoriquement, c'est acté, on va aussi ouvrir une mine de lithium, donc qui ouvrira d'ici quelques années. Voilà. Et donc ça s'inscrit, ce sont des raisonnements qui s'inscrivent, oui, clairement dans cette notion justement de sécurité de l'approvisionnement total, c'est-à-dire d'essayer d'être souverain, c'est-à-dire avoir un contrôle maximal, on va dire, sur l'ensemble des chaînes en tout cas d'extraction ou sur la disponibilité des ressources. Après, effectivement, c'est toujours pareil. Ça, c'est du côté, on va dire, de l'offre énergétique. Et vous avez toujours le levier quand même de la demande énergétique à prendre en compte, ou aussi, c'est-à-dire que déjà en termes d'évolution, vous avez une demande énergétique qui aujourd'hui encore ne fait que augmenter, c'est-à-dire que nos besoins en énergie ne font que d'augmenter. Et ce, malgré les travaux qui sont faits sur l'efficacité énergétique, malgré des travaux qui sont faits justement par rapport à la transition énergétique, etc., qui viennent décarboner, mais qui ne viennent pas forcément réduire la demande, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se trouve confronté finalement à un seuil, à une forme de plafond, où eh bien, vous pouvez essayer d'installer des capacités énergétiques comme ça, mais il y a un moment, ça va peut-être pas suivre justement la demande qui, elle, est exponentielle et qui, elle, ne s'arrête pas, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que finalement, et ça peut être effectivement un vrai levier, c'est de se dire, bah, en cas de disponibilité limitée de l'énergie, l'un des leviers les plus rapides et les plus efficaces, finalement, c'est celui de la demande. Et on l'a vu aussi l'année dernière, justement, où on a eu effectivement une disponibilité très limitée, donc en l'occurrence de notre parc électronucléaire. Et donc, ce plan de sobriété qui a été proposé par le gouvernement, donc de réduire, il me semble de mémoire, ça devait être de 20%, je crois, les consommations énergétiques, qui a été atteint en plus. C'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans cette capacité, justement, de résilience aussi de la société civile et une même société de manière générale, de se dire, bon, ben voilà, on a
de sorte qu'on ait un petit peu de capacité et de marge de manœuvre si jamais il y avait un problème. L'idée de réduire en tout cas structurellement un peu la consommation en énergie est tout à fait pertinente, oui. Ce qui serait intéressant, c'est de vérifier l'année prochaine les consommations de gaz de cette année pour voir s'il y a une véritable gestion à long terme en fait, du risque géopolitique lié notamment aux approvisionnements gaziers. Complètement. Et ça, pour ça, il y aura besoin d'un peu de pilotage, je pense. Samy, tu veux rajouter quelque chose? Sur le risque climatique, donc c'est principalement les infrastructures de surface qui sont concernées, avec notamment des défaillances qui peuvent être dues au vent, comme on a évoqué sur Johan Sverdrup. Surtout les réseaux non enterrés peuvent être sujets à des ruptures qui seraient causées par des aléas tels que les incendies, donc les feux de forêt, la montée des eaux ou encore des glissements de terrain. On peut voir des cas concrets comme dans l'Arctique russe, où la fonte du permafrost peut être source de déstabilisation pour les infrastructures gazières de la région. Et enfin, les extrêmes chaleurs peuvent avoir des conséquences sur la main-d'œuvre opérant ces infrastructures et donc sur les capacités de production de ces infrastructures. Alors, il y a une question sur l'État, l'OTAN et les entreprises privées. Comment elles collaborent? Quel processus d'organisation entre ces trois types d'acteurs? Et moi, j'ai envie d'en rajouter une autre parce que la présentation m'a interrogé, notamment sur le cas du champ pétrolier de Sverdrup. Vous avez une entreprise publique, Equinor, qui est encore à 51% public, je pense. Vous avez une entreprise privée, une filiale du Total. Vous avez un État norvégien, un État français qui gère le risque. Ah bah. Alors, je Je suis vais. désolé, j'ai Je- créé un blanc. Non, non, mais je réfléchis pour comment structurer, parce que c'est vrai que c'est des questions, on pourrait écrire un doctorat là-dessus, hein, je On veux peut dire. commencer par la relation entre État, OTAN, Oui, entreprise tout à privée. fait. Alors, peut-être là-dessus, alors je pense qu'il faut segmenter un petit peu. Alors, l'OTAN s'occupe en termes de partage de compétences. L'OTAN s'occupe exclusivement des installations, enfin, ou des infrastructures, par exemple énergétiques, d'ordre militaire. Donc, du coup, quand il y a des liens, on va dire, avec les entreprises, etc., les entreprises ont un lien donc avec, par exemple, des fournisseurs ou autres, vont avoir des contrats avec les États membres donc de l'OTAN et donc ça va se gérer, on va dire tout de suite de manière publique et géré dans un cadre juridique comme quand vous faites un contrat avec des forces armées, quoi. Donc voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Après, par exemple, quand on regarde la gestion UE, État et entreprise, ça se complexifie encore un petit peu puisque là, globalement, j'aurais tendance à dire la relation, elle est plutôt à voir entre les États et les entreprises. L'Union européenne peut avoir, dans certains cas, un droit de primauté, enfin, on va dire un droit prioritaire, mais c'est plus sur des politiques, on va dire, d'ordre économique. Pour tout ce qui est politique d'ordre, on va dire sécuritaire, défense ou autre, c'est le droit national quand même qui prime. Et donc, c'est la relation du coup entre l'État et les entreprises sera définie par le droit national. C'est un peu compliqué, vous m'excuserez, mais donc, par exemple, en France, si on est, encore une fois, dans une situation, s'il y a un aspect sécuritaire de défense, tout ça, c'est l'État français, en tout cas, c'est le cadre juridique français qui va décider ou qui va définir, on va dire, la relation qui sera entretenue avec les entreprises. Et si vous regardez du côté, par exemple, je parle pas mal de l'Allemagne, c'est vrai que je les connais mieux proportionnellement en termes juridiques. Par exemple, en Allemagne, l'État et les entreprises dans le secteur de l'énergie sont séparés, c'est-à-dire que le droit de l'énergie est privé. Et donc, ça va relever, tous les instruments relèveront en fait du droit privé. Sauf dans certains cas, à partir du moment où il y a un levier qui sera, ou là où on peut parler d'un petit peu de coordination, mais il n'y aura pas d'intervention, par exemple, étatique auprès des entreprises en Allemagne. Voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que ça devient après très technique. Si on veut juste préciser, parce qu'il y a une question relative dans le chat, si on veut prévenir un acte de malveillance ou de sabotage sur une installation privée, qui va prendre en charge la gestion de ce risque? Alors là encore, ça dépend de l'État. Ça dépend de l'État. Voilà, en Allemagne, par exemple, ce sera privé. D'accord. En France, ce sera, je suppose, partagé. plutôt l'État, je pense partagé, oui, je pense. Est-ce que tu veux rajouter? Non, Annabelle a
Très bien. La transition Merci, c'est mieux. Je peux risquer, hein, celui-là. Comment la transition énergétique vers les énergies renouvelables offshore affecte-t-elle la sécurité des infrastructures critiques? Pardon, de nouveau. Comment la transition énergétique vers les énergies renouvelables affecte-t-elle la sécurité des infrastructures critiques? Est-ce que, en gros, Oui, la transition bas carbone est vectrice? Alors, on l'a peut-être vu déjà, on a peut-être répondu en partie, notamment quand vous parlez des smart grids, parce qu'il y a oui, une transition numérique et énergétique. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez Bah, ajouter? ça revient toujours au même, c'est-à-dire que ça peut contribuer à la sécurité énergétique autant qu'elle peut créer des vulnérabilités. C'est juste qu'après, c'est le contexte qui change, c'est les types de risques qui diffèrent. Par exemple, si on prend la question peut-être un peu à l'envers, par exemple, en quoi est-ce que la transition énergétique contribue en fait à la sécurité énergétique? On l'a vu pendant, par exemple, notamment en 2022, c'était assez clair. C'est qu'en fait, les investissements, par exemple, R&D les plus stables, ou du moins la partie du secteur énergétique qui restait plus stable, ça restait les énergies renouvelables. Et ça, alors que, par exemple, du côté des hydrocarbures, vous aviez des prix avec une forte volatilité, avec un degré d'incertitude quand même beaucoup plus élevé. Il y avait même des infrastructures manquantes pour certains pays où il a fallu construire des terminaux GNL en catastrophe. Enfin, voilà, donc tout ça cumulé fait que voilà, les hydrocarbures on connaît en fait très bien le système des hydrocarbures. C'est pour ça peut-être que ça donne cet effet qu'on maîtrise mieux. Mais finalement, les énergies renouvelables peuvent aussi apporter sur d'autres choses, puisque quand, en l'occurrence, vous avez du mal à importer du gaz d'ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes quand même content de pouvoir utiliser, en tout cas dans la mesure du possible, de pouvoir vous électrifier vos usages et donc avoir recours, par exemple, aux renouvelables. Voilà, donc je le mettrai plutôt sur ce plan-là. Moi, je mettrais en exergue la question du offshore qui est soulignée dans la question, dans le sens où le offshore, le milieu maritime, est peut-être un milieu moins maîtrisé par les autorités d'un point de vue sécuritaire que le milieu terrestre, même si d'importantes vulnérabilités, évidemment, sont également observées sur le milieu terrestre. Mais l'espace maritime, c'est un espace transfrontalier, c'est un espace partagé avec de la liberté de circulation, la liberté de navigation, etc., qui fait qu'on a beaucoup d'acteurs et surtout beaucoup d'acteurs étrangers à prendre en compte. Production locale, petits réacteurs modulaires, est-ce que ça nous permettra d'anticiper la réduction du risque d'approvisionnement à long terme? J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Il y aura un rapport en juillet 2024 sur les petits réacteurs modulaires et peut-être que cette question sera traitée, je l'espère d'ailleurs. Euh, bah, là encore, je pense que l'une des clés de cette réponse, ça va être quelle sera la demande énergétique de l'autre côté, en fait. Et donc, c'est-à-dire que si vous avez une demande énergétique qui est adaptable, entre guillemets, à ce levier-là, aux capacités que vous pouvez déployer, dans ce cas-là, on peut dire que oui, ça contribue, et oui, on peut presque envisager, en tout cas, d'être indépendant énergétiquement parlant, hors matières premières dont on a besoin, Bien etc., sûr. etc. En revanche, si c'est pour couvrir peut-être, je sais pas moi, 5% de la demande énergétique parce que c'est galopant et que ça continue à augmenter, qu'on ne suit pas, et bien dans ce cas-là, il va falloir soit en construire beaucoup, soit trouver d'autres solutions en tout cas. Merci. Est-ce qu'on a en Europe une cartographie précise des infrastructures énergétiques critiques pour l'approvisionnement? Est-ce que ça existe? Alors, du point de vue européen, on a ce qui est considéré comme infrastructure critique européenne. Et ça, donc, c'est un certain nombre d'infrastructures transfrontalières concernant au minimum deux États. Et donc, ça, c'est ce qui est considéré comme infrastructure critique énergétique européenne. Pour être considérée comme telle, elle doit être remontée par les États membres eux-mêmes. Ensuite, à l'échelle des États membres, ce sont chaque État membre qui va dresser sa propre liste des infrastructures critiques à l'échelle nationale. Donc en fait, on a un premier maillage qui sont les infrastructures critiques nationales et ensuite à l'échelle européenne, infrastructures critiques européennes, qui considèrent que les infrastructures transfrontalières qui ont été identifiées au niveau national. Ça me permet de poser tu me tends une perche. Les interconnexions hors UE sont-elles vectrices, pardon, davantage de risques ou de réduction de risques?
Alors, je dirais davantage de risques, dans le sens où donc on a des réseaux qui vont être connectés, des réseaux qui seront sujets, par exemple, à des régimes juridiques différents, à des régimes de propriété qui peuvent être différents, etc. Et donc, ce cadre réglementaire, ces cadres réglementaires divergents peuvent être source de conflits sur le réseau et peuvent mener à des ruptures d'approvisionnement ou autrement à des conflits entre fournisseurs et consommateurs. J'aurais peut-être tendance juste à préciser un tout petit peu. Ça dépend aussi du type de réseau en fait qui est concerné. C'est-à-dire que si vous avez un réseau, en l'occurrence par exemple électrique, je pense on a une interconnexion assez forte avec la Turquie notamment. Là, finalement, on s'aperçoit que la Turquie exporte beaucoup, et notamment vers la Grèce, ce qui peut paraître aussi assez paradoxal, je veux dire. Mais il y a pas mal d'exportations, donc en l'occurrence, c'est plutôt un vecteur, au contraire, qui va contribuer à fluidifier aussi un petit peu le réseau, surtout dans cette partie sud-est qui n'est pas forcément très très bien raccordée. Et en fait, auquel cas, là, en l'occurrence, c'est un cadre juridique assez strict, c'est un cadre d'harmonisation qui se passe au niveau de l'Union européenne. Alors, en général, enfin, les négociations durent au moins 10 ans. Et c'est vrai que là encore, il y a un système, un cadre juridique, etc., qui est très, très précis. Et du coup, je pense que ça, en l'occurrence, ça réduit peut-être le risque justement d'aléas géopolitiques qu'on pourrait avoir, par exemple, sur les infrastructures gazières ou pétrolières. Parce que justement, sur ce cadre juridique, ça peut par exemple bien marcher dans le cadre de l'électrique, Mm. mais des fois, ça peut poser grandement conflit. Ça a été le cas dans le cas du gaz entre la Russie et l'Union européenne. Ouais. Par exemple, pour reprendre l'exemple du Nord Stream 2, où selon le droit de l'Union européenne, Gazprom ne pouvait pas en être propriétaire, mais selon Mm. le droit russe, Gazprom avait un monopole aux exportations et donc pouvait être seul propriétaire de ce gazoduc. Et pour l'exemple turc, aujourd'hui, on a un processus d'intégration du système gazier avec le réseau turc, mais le réseau turc est entièrement contrôlé par l'entreprise d'État, BOTAŞ, ce qui pourrait être un frein à l'intégration de ce pays. Est-ce que vous avez connaissance d'une infrastructure énergétique qui n'a pas été réalisée en raison d'une analyse de risque poussée d'un point de vue géopolitique? Oui, il doit y en avoir. Il faudrait juste que je Est-ce qu'il y a un réfléchisse encore un CARICOM? peu. Ah, euh, je réfléchis un peu parce que c'est vrai qu'en fait, si on, ça dépend. Si, il doit y en avoir un. Alors attendez, je suis en train de chercher le nom. Enfin, je peux poser Ouais, une je veux question bien. à Je veux bien, s'il votre vous plaît. voisin. Je suis en train de chercher le Quels, nom. quels sont les défis actuels en matière de sécurité liés à l'exploitation des parcs éoliens en mer de la Baltique et quelles solutions sont envisagées pour y faire face? Alors, principalement, ce qui a été mis en avant, c'est donc le sabotage étatique, notamment aux Russes. Et pourquoi il a été mis en avant? Parce qu'on a observé donc des bateaux russes au large du Danemark et des Pays-Bas qui auraient cartographié les champs éoliens dans cette zone. Et on aurait donc une flotte fantôme de navires russes qui évoluerait dans la zone pour cartographier les infrastructures énergétiques. À cela s'ajoute donc le risque cyber que j'ai évoqué et qui pourrait grandement endommager l'éolien. Par exemple, une attaque cyber pourrait changer, on va dire, les données perçues par les capteurs et donc modifier la vitesse à laquelle va tourner l'hélice. Et en fonction d'une mauvaise coordination entre la vitesse de cette hélice et la vitesse du vent, cela peut causer de gros dommages à l'infrastructure. Je cherchais encore le nom de ce gazoduc. Enfin, en tout cas, c'est un projet. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas acté comme quoi ce serait un projet qui serait avorté ou pas en fonction donc, de ces réseaux-là. Mais en tout cas, on peut dire qu'il est assez mal parti quand même, Mhm. malgré tout. C'est ce gazoduc en fait qui relierait normalement Israël justement. Pardon. ISMED. Ismène, Ouais. merci, j'arrivais pas, j'avais que la Juste. fin. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ça, c'est un projet quand même qui existe depuis un certain temps et il y a des moments, voilà, il y a eu des moments où on pensait qu'on irait plus vers une concrétisation et aujourd'hui, bah, justement aussi en raison de risques géopolitiques. Et à chaque fois, je dirais que ce risque géopolitique a toujours été quand même remis sur la table parce que c'est une zone quand même ça impliquait, on va dire, des acteurs.
et comment je pourrais dire, des raisonnements qui étaient quand même très complexes. C'est-à-dire que finalement, ce n'était pas que Israël et par exemple et la Grèce, c'est que vous aviez aussi Chypre, vous aviez aussi la Turquie, vous aviez également l'Égypte, etc. Tous ces pays-là étaient aussi impliqués. Et donc là, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même, pour beaucoup, ça a été un frein de se dire, et même encore aujourd'hui, justement, de se dire, bah, bon, c'est un projet, on peut essayer de voir, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Et est-ce que c'est un projet qui sera finalement plutôt symbolique ou réellement fonctionnel? On ne sait pas trop, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire la conjoncture actuelle fait que, à mon avis, les discussions vont être un peu fortement ralenties, en tout cas. Je pense qu'on peut considérer ISMED comme mort, et d'ailleurs, c'est en lien avec notre interconnecteur électrique, le Great Sea Interconnector, puisque donc le ISMED, justement, était à fort risque de par les revendications territoriales turques qu'on a évoquées sur le Great Sea Interconnector. La Turquie s'opposait fermement à ce projet, ce qu'elle ne fait pas pour le Great Sea Interconnector, sans doute justement pour des raisons de tractation avec Israël et de réseau électrique avec l'Union européenne. Pour le ISMED, assez opposé fermement. Les États-Unis soutenaient le projet et voulaient justement pacifier la région en permettant à tous de s'unir autour de ce projet, tous sauf la Turquie. Mais aujourd'hui, face à cette situation, les États-Unis eux-mêmes ont communiqué en disant que ce projet serait peut-être trop cher, peut-être non rentable. Et c'est une forme de pirouette pour dire c'est bon, on laisse tomber, quoi. Et le Great Sea Interconnector, justement, va être une manière de valoriser ces ressources en gaz, d'en produire de l'électricité localement à Chypre et en Israël à partir de ce gaz, et donc de pouvoir exporter cette énergie sous forme d'électricité. Pour ce qui est du gaz israélien en lui-même, pour l'exportation, donc ESMED est trop risqué et on privilégiait donc un transit via l'Égypte. Et en Égypte, il est liquéfié là dans des infrastructures GNL et de là, il peut être exporté à destination de l'Union européenne. Les deux dernières questions. Votre propos liminaire sur l'Allemagne était véritablement très pertinent entre l'arbitrage économique et géopolitique. Et je me posais la question suivante. Est-ce que dans un contexte où on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, on a de la croissance, est-ce qu'on ne fait pas passer à côté en fait les risques géopolitiques, tout simplement parce qu'on ne voit que la rentabilité économique? Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu structurel? Peut-être qu'il a changé justement depuis la crise ukrainienne. Et la deuxième question, c'est un cadre juridique permet-il de réduire les risques géopolitiques? Alors, Vous avez 3 heures. oui, c'est ça. Alors pour l'Allemagne, en fait, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu plus profond encore que, par exemple, juste l'intérêt économique sur l'intérêt géopolitique. Je pense que en Allemagne, si vous voulez, il y a quand même cet héritage historique qui fait que de toute façon, les questions géopolitiques sont très complexes. Les questions liées justement à la défense, ce genre de choses reste compliqué aussi, on va dire, à traiter. Et donc, c'était un petit peu l'objectif de se réfugier, justement, en se focalisant, et c'est de manière globale, hein, je veux dire, en focalisant énormément sur des politiques industrielles, des politiques économiques ou autres. Et donc, ces raisonnements-là, en fait, deviennent proéminents, je dirais, en fait, aussi de manière sociologique, finalement, aussi bien dans les sphères politiques, même les industries elles-mêmes. Je veux dire, les industries allemandes, l'industrie allemande représente quand même 20% de l'industrie européenne. Donc, je veux dire, on est quand même à un niveau quand même très fort. Et donc, forcément, ils ont un poids aussi dans les discussions et donc un mode de raisonnement, en fait, qui peut être assez différent. Et donc, ça se voit quand on compare, justement, je sais pas, l'Allemagne avec la Grèce, justement, qui a un voisinage qui est toujours un peu compliqué et pour qui, finalement, ces dimensions géopolitiques, bah, c'est vraiment littéralement aux portes à la frontière. Donc, c'est peut-être que là, en l'occurrence, le raisonnement des fois économique, industriel, etc., peut être même imprégné d'une autre manière ou presque devenir secondaire, en fait. Euh, donc, je pense que ça, c'est quand même très important aussi à prendre en compte. Et donc, oui, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné l'Allemagne. Et aussi, même, il y avait quand même cette politique. Alors, d'abord, en politique étrangère, on va dire, c'était la paix par le commerce.
Et ça, c'était vraiment quelque chose aussi qui est très important dans la diplomatie allemande et qui quand même aussi a fait ses preuves dans d'autres régions aussi où ça a plutôt bien marché. C'était un facteur de stabilisation. Mais également, et cette fois-ci plus spécifiquement vis-à-vis de la Russie, il y avait quand même aussi cette difficulté de positionnement puisque ça fait aussi écho directement à l'unification de l'Allemagne. Et donc, voilà, il y a aussi d'autres facteurs en fait qui sont à prendre en compte et qui là sont purement nationaux, on va dire, en Allemagne. Pour votre deuxième question par rapport au cadre juridique, Est-ce qu'un cadre juridique permet véritablement de réduire le risque géopolitique? bien, ça peut, par exemple, Samy en parlait tout à l'heure avec les discussions justement par le biais de la position de Gazprom ou non, etc. En fait, les cadres juridiques peuvent quand même permettre en fait d'émettre enfin voilà, d'imposer certaines conditions et de permettre aussi d'avoir certains filtres qui deviennent entre guillemets dépersonnalisé, si je puis dire, c'est-à-dire que ça ne relève plus d'une simple diplomatie en fait entre deux États. Là, c'est acté, c'est le cadre juridique qui est tel quel, et il faut le respecter et point. En fait. Et ça permet aussi, je pense, dans les relations, justement, dans certains cas, en fait, de pouvoir fluidifier ou pouvoir justement se servir de ce socle-là comme une méthode un peu de médiation, on va dire, entre deux États et surtout sur des sujets un peu compliqués qui pourraient ensuite monter à des niveaux finalement très politiques, alors que l'objectif, il était plus économique derrière. Donc ça permet quand même de compartimenter. Voilà, donc ça c'est un aspect. Après, il y a d'autres aspects qui pourraient être très bien, mais je vais m'arrêter là. Merci. Samy, le dernier mot. Alors, sur la question du cadre juridique, je ne sais pas si je dirais qu'il prévient vraiment le risque géopolitique, dans le sens où, oui, il peut avoir cette fonction, mais il peut aussi être source lui-même de risques géopolitiques. Et donc, je dirais qu'un cadre juridique, c'est un outil, et c'est un outil géopolitique, et donc le risque va dépendre de ce qu'on en fait. Pour reprendre l'exemple du gaz, parce que c'est celui que je connais le mieux, l'extension des normes européennes au gazoduc en provenance de pays tiers, qui a été décidé donc en 2019 par l'Union européenne, se faisait justement avec la justification de minimiser le risque géopolitique qui était associé à ces gazoducs provenant d'États tiers. Or, c'est la mise en place de cette directive qui a créé un conflit de juridiction avec la Russie et qui a créé donc une situation où l'Union européenne se retrouve pour la première fois de son histoire poursuivie devant les tribunaux internationaux au titre du traité de la Charte de l'énergie avec un risque d'amende majeure. Euh, on voit bien qu'ici un risque a été créé. Et donc je parlais du Transmed et de la dérogation justement à ces normes qui jouent actuellement. Si dans 10 ans cette dérogation est remise en cause, je pense que l'Algérie ne sera pas très contente et on verra un conflit géopolitique potentiel s'ouvrir. Merci beaucoup, Samy. Écoutez, je vais rajouter un dernier point parce que c'est la magie du direct. Si on veut un exemple de projet abandonné en raison de menaces géopolitiques, on nous parle du projet de parc éolien offshore suédois Blekinge qui a été abandonné à cause de la menace russe en 2016. Merci donc beaucoup au nombreux public qui nous a suivis. Merci infiniment à Annabelle Livet. Je rappelle, vous êtes chargée de recherche matières premières et énergie et la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup à Samir Hamdani, coordinateur de l'Observatoire de la sécurité des flux des matières énergétiques, qui, je rappelle, est coordonné par l'IRIS en consortium avec Enerdata, le cabinet Cassini, dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées. Nous vous retrouverons avec plaisir pour le prochain rapport qui portera sur la réorientation des flux énergétiques en mer Noire. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver. Merci infiniment. Bon après-midi à tous.